le potentiel d'arrêt, ça c'est autre chose. C'était en première année, ça c'est pas le plus important. Le plus important c'est cette relation-là. C'est la relation de conservation de l'énergie. D'accord? C'est la relation de conservation de l'énergie. Ça vous, elle établit de manière tout à fait sans aucun problème que le rayonnement est formé de grains d'énergie qu'on appelle les photons, d'accord? Et qu'il faut un photon d'une certaine fréquence nue pour avoir l'effet photoélectrique. Donc, si on n'a pas une longueur d'onde incidente de lambda correspondant à nu, vous n'aurez pas l'effet photoélectrique. Alors, cette relation de conservation, tout simplement, dit que l'électron absorbe l'énergie H nu 0, c'est-à-dire il absorbe un photon, et puis que le surplus d'énergie qui a été, qui a été donné, va se transformer en énergie cinétique. Alors, il faut savoir que ce soit pour le rayonnement du corps noir ou que ce soit pour l'effet photoélectrique, eh bien, les deux savants ont eu le prix Nobel. C'est toute l'importance des découvertes qui ont été faites. Alors, Einstein est connu pour la relativité générale. D'accord? Mais ce n'est pas pour la relativité générale qu'il a eu le prix Nobel. Il a eu le prix Nobel pour l'explication de l'effet photoélectrique. Parce que l'explication de l'effet photoélectrique, elle a tout simplement mis en évidence le caractère corpusculaire de la lumière, ce qui a permis d'expliquer les photoélectriques. C'est-à-dire ce qui a permis qu'un photon peut être absorbé par l'électron. Et, d'accord? D'accord? Ok? D'accord, merci. Maintenant, le troisième phénomène, qui est le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène, ou bien d'une manière générale, les spectres d'émission atomique. Alors, les spectres d'émission, je vous donne le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. Alors, c'est un spectre qui est expérimental. D'accord? Alors, il est pour quoi? C'est un film, c'est un papier, hein? C'est un film où vous avez des raies, d'accord? Vous avez des raies lumineuses et puis vous avez des bandes noires. D'accord? Alors, ce spectre-là, qu'est-ce qu'il donne? Il donne l'énergie en fonction des longueurs d'onde correspondantes. D'accord? Est-ce que vous avez compris cette idée-là? Oui. Oui, Oui ou madame. non? Non, madame, répétez. Oui, Alors, madame. les bandes noires. Sauf, alors, le spectre des atomes, c'est le spectre des atomes d'hydrogène. Il est formé de raies. Alors, vous voyez bien, les raies, elles ont une couleur violette, bleu, rouge. Ça veut dire que correspond à la couleur violet, à la couleur bleue, à la couleur bleu haut, et vous avez ici la couleur. Ah. Et vous avez là des bandes noires. Alors, les bandes noires, ça veut dire qu'il n'y a pas de raies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on lit le spectre expérimental, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'il y a certaines valeurs de l'énergie et pas toutes valeurs de l'énergie. Pourquoi? Parce que dans les bandes noires, ça veut dire qu'il y a des valeurs d'énergie qui sont interdites. D'accord? On a ici un spectre qui est discontinu. Or,
il y a un problème في هذاك الوقت. C'était pourquoi il est discontinu. Normalement, quand un atome absorbe, ensuite il rayonne. Il doit donner toute l'énergie parce que l'énergie, elle est continue. D'accord? Donc, on est toujours avec toujours le problème de l'aspect physique de la lumière. D'accord? C'est-à-dire que là, la question était pourquoi il n'y a que quelques valeurs de l'énergie et pas toutes les valeurs de l'énergie. D'accord? Donc, Oui, le madame, problème merci. le problème des spectres atomiques, c'était le problème de leur discontinuité. À cette époque-là, lorsqu'ils ont fait établir le spectre, ils se disaient on doit avoir des spectres continus et on ne doit pas avoir des spectres discontinus. Ils n'ont jamais pu réexpliquer cela. Alors, le premier, donc ça c'est des spectres atomiques. Donc, à la fin du 19e siècle, il y a eu la découverte, bien entendu, de l'électron par J.J. Thomson. Il y a eu ensuite les découvertes du neutron, du proton, etc. Donc, les gens ont commencé à imaginer comment la matière à l'état atomique pouvait exister. C'est-à-dire, elle était quoi? Alors, tout ce que les gens savaient, c'était qu'il y avait des charges positives, qu'il y avait un noyau, parce qu'avec l'expérience de Rutherford qu'il a faite, il a constaté qu'il y avait un noyau, il y avait quelque chose qui est lourd, et puis il y avait des charges négatives qui étaient en tout, qui tournaient autour de cette charge positive. Alors, avant le modèle de Rutherford, il y avait, alors j'ai oublié le nom de ce jeune homme, enfin de ce savant-là. Il y avait en tout cas un modèle, si je me rappelle, je vous dirai, qui a été vite laissé parce que, alors l'idée c'était qu'à l'intérieur de la matière à l'état atomique, on avait des charges positives et des charges négatives qui étaient imbriquées les unes dans les autres. Alors, les gens appelaient de chocolat, etc. Alors, les gens apprécient ça, pas un bon mot. Donc, le premier modèle qui utilise une formule mathématique, c'est le modèle de Rutherford. Alors, comment Rutherford a imaginé l'atome? Alors, c'était le modèle du juge d'enfant de premier. Alors, Rutherford voilà. Il a dit on a un noyau positif. Noyau positif, pardon. C'est le Soleil. D'accord? Il y a des négatifs. On est tous les planètes autour du Soleil. Alors, vous avez Rutherford qui vous disait, vous avez le noyau et autour de lui, les électrons qui faisaient des trajectoires circulaires. D'accord? Elles tournent autour du noyau. Mais bien entendu, donc, il appliquait les lois de la physique classique. Alors, les lois de la physique classique consistent en quoi? Consistent d'abord que vous avez les lois de Coulomb. La loi de Coulomb
c'est elle qui explique l'attraction plus charge positive, charge négative. D'accord? Il vous dit, il a pris l'atome d'hydrogène, c'est le plus des atomes. Vous avez un proton et vous avez un électron. On n'a pas de neutrons, d'accord? Donc, le proton, c'est lui le Soleil, et la planète serait l'électron. L'électron. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on utilise d'abord les lois de Coulomb. Ensuite, on va utiliser les lois de rayonnement. C'est-à-dire qu'on va utiliser le fait que toute charge autour, toute charge qui tourne, qui est en mouvement, elle doit rayonner. Ça, c'est une loi de la physique que vous ne pouvez pas, que vous ne pouvez pas, comment dirais-je, changer. D'accord? Donc, on utilise les lois de Coulomb et on utilise les charges. D'accord? Donc, voici un schéma qui vous explique à peu près le mouvement de l'électron autour du noyau. Alors, vous avez une force centripète qui attire l'électron vers le noyau, qui est le proton, et vous avez une force centrifuge qui est due au mouvement de rotation, d'accord, qui, elle, va essayer d'éjecter l'électron de sa trajectoire, d'accord, mais l'équilibre de la force centrifuge et de la force centripète va faire que vous avez un mouvement uniforme, un mouvement circulaire uniforme autour du proton. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, ce qui va suivre, ce sont des formules qui sont connues, d'accord? Les démonstrations, elles sont faites de manière claire. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ces formules, je vais m'attarder sur l'explication qui en découle. D'accord? Donc, nous avons la force coulombienne, nous avons la force centrifuge, et nous avons une autre relation qui est la relation qui donne le rayonnement de la charge en fonction du temps. Alors, donc, le modèle planétaire était au début acté. Je veux qu'on fasse ce calcul que vous allez avoir, que vous avez devant vous. Alors, donc le calcul était, le but de ce calcul-là, c'était de trouver dans combien de temps, d'accord, l'électron va tomber sur le noyau. Ou bien, on va dire, va se rapprocher le plus près possible du noyau. Parce que, chauffons, l'électron, il a une énergie. D'accord? Il est, par exemple, à un point donné. Comme vous avez le proton. La personne, s'il vous plaît, qui a allumé quel éteint son le truc? Voilà. Okay. Alors, vous avez un noyau et vous avez un électron qui tourne autour du noyau dans une trajectoire circulaire. Alors, toute charge en mouvement perd de l'énergie. Ça, c'est obligatoire. Toute charge en mouvement perd de l'énergie. Alors, ça veut dire quoi? Plus la charge perd de l'énergie et plus elle va se rapprocher du noyau. D'accord? Alors, il faut d'abord calculer le temps qu'il faut pour que cette charge se rapproche aussi près que possible du noyau, parce que vous savez très bien qu'il y a une distance qu'on ne peut pas dépasser, parce qu'il y a l'attraction, mais on ne peut pas avoir la charge positive sur la charge négative. Donc, il y a une distance d'équilibre qu'il faudrait respecter, et on va essayer de trouver à cette distance d'équilibre, à combien de temps on arrive à cette distance d'équilibre. Eh bien, tout calcul fait, j'arrive juste à la fin, parce que là, la démonstration, vous aurez l'occasion de la refaire. Alors, tout calcul fait, on trouve que le temps qu'il faut pour l'électron de l'atome d'hydrogène
pour tomber, pour se rapprocher le plus près possible du noyau, elle est de combien? Elle est de 1,56 10 puissance moins 11 secondes. Alors, si on vous donne ce temps-là, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce temps-là? Il est petit. Moi, je trouve trop. Mais c'est pas qu'il est petit. Comment, madame? Regardez, 10 puissance moins 11, c'est bien. Ça veut dire qu'avec le modèle de Rutherford, les électrons n'ont pas que le mouvement circulaire uniforme que Rutherford dit. Voilà le mouvement des planètes. Est-ce que les planètes tombent sur le Soleil? Elles se rapprochent Non. du Soleil. Elles ont une certaine distance d'équilibre. Mais le modèle de Rutherford, lorsqu'on va l'appliquer, on va trouver que le temps qu'il faut pour que ça se rapproche le plus près possible du proton, eh bien, il est tellement petit que, en fait, l'atome n'existe pas. C'est-à-dire que l'électron va tomber directement sur le noyau. Donc, il y a un problème immense. Dans ce cas, le modèle de Rutherford ne s'applique pas. Donc, on ne peut pas dire qu'un atome, c'est comme le système solaire. Alors, il faut trouver une solution à ça. Alors, celui qui a trouvé la solution, C'est bon. c'est Bohr. Alors, Bohr, qu'est-ce qu'il a fait pour trouver cette solution? Postulat. Ah, il a mis un postulat. 3 postulats. Alors, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est qu'un postulat. C'est le postulat de Prévôt. On l'accepte sans démonstration. Ah, C'est une démonstration. très bien. On accepte sans démonstration. C'est-à-dire qu'on ne dit pas on fait ça parce qu'il y a ça, ça et ça et ça. D'accord? مسلمات. راكو عارفين باللي non مسلمات كاين بزاف بس بون انا بالعربيه جزء البوستولا هو المسلمه. Oui, madame. Vous avez vérifié? Oui, oui. مسلمه. Donc المسلمه هذه on la démontre pas. Vous avez étudié par exemple en première année le premier principe et le second principe de la thermodynamique. واش قالوا لكم على les principes? Est-ce qu'on peut démontrer les principes? Non. Là, les principes, est-ce qu'on peut les démontrer? Oui, le principe, oui, madame. On ne peut pas les démontrer. On ne peut pas les démontrer. D'accord? Les principes, كاين les expériences يقول لك باللي كاين هذا الشيء, d'accord? La seule façon اللي تخلينا باللي un principe يرجع ماشي principe ولا كاين une formule ولا كيما نقولوا une expérience qui va casser ce principe. Une identification réelle. Une expérience. Hein? هذا المبدأ. Le principe, c'est le mabda. Tant qu'il n'y a pas d'expérience, ça va remettre en cause le principe, il est vrai. D'accord? Et on ne peut pas le démontrer on peut pas le démontrer théoriquement. D'accord? Alors, c'est la même chose pour les postulats. Les musallama, ce sont des hypothèses qu'on ne peut pas démontrer, mais qu'on va utiliser et qui vont nous donner le résultat que sont en train de faire. D'accord? Oui. Qui vous permettent de retrouver des datas.